Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV. C'est votre chaîne de télévision. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire pour nous demander quand est-ce que vous nous verrez dans les ménages. Eh bien, promesse est faite pour janvier 2023, s'il plaît à Dieu. Mais pour l'heure, vous connaissez déjà nos pages. N'oubliez surtout pas de liker YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker toutes ces pages et tout de suite, vous aurez bien sûr des notifications lorsque nous allons diffuser sur ces pages-là. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Et comme à notre habitude, il faut toujours s'interroger. Sahel Damiba à Bamako pour une diplomatie de la trahison, c'est notre grande interrogation. Le Burkina Faso et le Mali ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine militaire contre le terrorisme, a indiqué d'ailleurs la présidence burkinabé. Nous entendons dans les jours à venir mieux examiner et renforcer le partenariat militaire qui existe entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés, avait déclaré samedi à Bamako, le président de la transition du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ces propos ont été rapportés par la présidence du Faso au terme d'une visite de travail à Bamako du président Damiba et de ses entretiens avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Le Burkina Faso et le Mali partagent près de 1400 km de frontières, subissent depuis plusieurs années des attaques terroristes causant de pertes en vies humaines, des déplacements de population, des destructions et la fermeture de services publics de base, écoles, centres de santé et bien d'autres encore. Selon la présidence du Faso, les deux chefs d'État ont justifié en partie leur prise de pouvoir dans leurs pays respectifs par la détérioration de la situation sécuritaire. Le président burkinabé Damiba a indiqué à la fin de sa visite que les défis auxquels les transitions dans ces deux pays sont confrontés étaient au cœur des discussions avec la partie malienne, indique d'ailleurs un communiqué de la présidence malienne publié sur la page Facebook. Nous avons effectué une visite d'amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Mali et le Burkina Faso, a dit le président Damiba à la presse. Selon lui, le Burkina Faso entend surtout renforcer les liens avec le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous entendons dans les jours à venir mieux renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous, le Burkina Faso et le Mali, en vue de relever davantage les défis sécuritaires auxquels nos peuples sont confrontés, a-t-il ajouté. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, nous, aujourd'hui, Sahel Damiba à Bamako, pour une diplomatie de la trahison. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssigdi, 3 ans le propriétaire de tous les dossiers, directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatole Aïssigdi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jezolongos. Je dis bonjour au milieu des téléspectateurs et des téléspectatrices de Panafricanist TV, oui, qui justement soutiennent le combat à leur manière, parce qu'il y en a qui nous apportent quand même les contributions intellectuelles dans la dynamique de la lutte contre l'impérialisme occidental. Je dis bonjour à votre équipe technique qui fait un travail remarquable dans la perspective, n'est-ce pas, de cette lutte. Comme je l'ai dit, je vais commencer comme à mon habitude par un coup de gueule. Nous allons livrer une guerre financière et économique totale. Nous allons provoquer les fondements de l'économie de la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Vous savez qui c'est? Oui. Alors, nous sommes rendus, après justement le début de l'opération militaire spéciale engagée par la Russie en Ukraine, nous sommes rendus, je pense, au 7e mois. Que se passe-t-il donc chez M. Bruno Le Maire? Nous assistons à l'inflation galopante des produits de première nécessité. Nous assistons au rationnement, n'est-ce pas, des l'énergie électrique. On organise les pèlerinages diplomatiques pour chercher le gaz parce qu'il faut aussi réchauffer en hiver. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, j'allais dire du côté de la Russie, rien de tout ça. Je voudrais ajouter à la charge justement de Bruno Le Maire
des manifestations anti-Macron en France. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci, Albert Anatoula, ici, d'être là ce matin pour répondre justement à nos questions. Damiba était au Mali. Pour lui, c'est une relation d'amitié entre les deux pays qui ont pris l'engagement de combattre le terrorisme. Vous, comment vous voyez justement cette visite? Mais écoutez, vous savez, je fais toujours la différence entre le narratif officiel et ce qui se passe dans les lieux clos. Oui. Souvenez-vous, lorsqu'il débarque justement Rougemar Christian Kaboré, il y a quelques mois de cela, nous avons été les premiers à questionner justement la personnalité, j'allais dire même l'homme d'Amiba, qui, soit dit en passant, c'était un légionnaire. Et nous savons que les légionnaires n'ont jamais été des gens au service de l'Afrique, bien au contraire, ils ont toujours été au service justement de l'impérialisme français. Et quoi qu'on dise, nous n'avons pas encore été convaincus de sa posture, non seulement d'Africains, de patriotes, mais surtout de soldats. Quand on sait que aujourd'hui, lorsque nous faisons la lecture géopolitique et politique justement de la situation globale du côté du Burkina Faso, on n'est pas très convaincu. Tenez, je prends deux éléments factuels. Le premier élément factuel, c'est d'abord d'avoir accepté, n'est-ce pas, d'accorder une sorte de grâce à un criminel qui est assassiné un panafricaniste qui s'appelle Blaise Compaoré. C'est-à-dire, brisant ainsi, j'allais dire, l'action publique qui avait été engagée par la justice burkinabé contre ce criminel, qui était déjà condamné par la justice burkinabé. Comment peut-on justement dérouler un tapis rouge à quelqu'un qui est assumé et qui a confessé ses crimes? Ça, lorsque je fais cette lecture, je me dis là, la France-Afrique a encore de beaux jours, de très beaux jours du côté de Burkina Faso. Ça, c'est le premier élément factuel. Le second élément factuel, c'est l'attitude de la CEDEAO vis-à-vis de ce qu'ils appellent au Mali la junte, et qui est presque la même chose du côté de Burkina Faso. Alors, est-ce que la CEDEAO a même la même aigreur? Est-ce que Ouattara a eu la même violence contre Damiba du côté du Burkina Faso? Je ne pense pas. C'est vrai que le Burkina Faso, d'une certaine manière, a été suspendu de certaines instances de la CEDEAO, mais n'a pas été victime de sanctions illégales et légitimes, comme ça a été le cas du côté de Burkina Faso. Et nous avons une raison à ça. La raison, c'est que se permettre de sanctionner le Burkina Faso, c'était pratiquement paralyser le business de Paris à travers ces multinationales qui sont du côté du Burkina Faso, en l'occurrence, Bouygues, Bolloré et les autres. Comme nous l'avons dit, dans le contexte de la visite de M. Damiba du côté de du Mali, oui, de Bamako, vous avez constaté comme moi qu'il a commencé par le Mali. Pourquoi? Il faut bien commencer à Abidjan et continuer du côté du Mali. Pourquoi? Parce que il y a des analystes sérieux, des observateurs très pertinents, oui, qui pensent que Damiba n'est que le pion de la France-Afrique au Burkina Faso et qu'il est là justement pour préserver les intérêts de la France. Et sa visite au Mali consistait à sa manière à engager une sorte de médiation officieuse en vue de la libération des 46 désormais soldats ivoiriens qui sont de ce côté-là. Parce que cette affaire, nous avons dit d'ailleurs sur ce plateau, que sans l'arrogance de celui qui est du côté d'Abidjan, cette affaire-là se serait terminée, ça n'aurait jamais eu l'ampleur que nous savons. Oui. Mais comme ils sont dans la dynamique de l'arrogance, du mépris des autres, des institutions des autres, des autorités des autres pays, eh bien, ça va rentrer là où ça aurait dû commencer, c'est-à-dire par la voie de la négociation. Et bien évidemment, ça rentre donc par là où ça aurait dû commencer. C'était juste une parenthèse. Quand je l'ai dit, je revenais à la thématique. Dans le contexte de la visite de M. Damiba du côté du Mali, il a donc voulu offrir ses bons offices de médiateur officieux en vue de la libération des soldats ivoiriens qui sont de ce côté-là. En plus,
vous le savez également, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme au Sahel, vous savez que le Mali a quitté le bateau du G5 depuis. Oui. Il est donc question justement de demander, parce que c'est Bazoum qui a justement mis sur la table cette requête, de demander, de convaincre les autorités de Bamako de rejoindre le bateau qu'ils ont quitté. Il est donc question désormais de convaincre le Mali de retourner dans ce bateau qu'il a quitté. Mais ce qu'ils oublient, nous l'avons également dit, c'est que le Mali n'a plus la tête au Sahel. Le Mali n'a plus la tête dans cette affaire-là qui a été fabriquée, qui a été construite, financée, planifiée par Paris, c'est-à-dire le G5, qui a une coquille vide, qui a arrêté une entourloupe géopolitique. Le Mali a la tête à d'autres alliances géopolitiques. C'est ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, Paris sait que si Bamako quitte la barque, oui, ça fragilise son instrument géopolitique dans la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. En plus, Bamako, ce ne sera plus cette tirelire dont Paris s'est toujours servi au même titre que les autres espaces géopolitiques, c'est-à-dire pour avoir une rente diplomatique que lui confère ce fameux droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. En plus, lorsque Bamako quitte champ d'alliance, ça veut dire Bamako quitte le franc CFA. C'est également un échec, je veux dire un fiasco géopolitique et diplomatique pour Paris. Il faut donc utiliser tous les accessoires nécessaires, tous les instruments de négociation, de persuasion possibles pour ramener justement Bamako à la table. Mais quoi qu'il en soit, il faut également le dire pour attirer l'attention des téléspectateurs qui nous regardent. Au Mali, du moins d'une manière générale au Sahel, nous avons deux dynamiques. Vous avez la dynamique panafricaniste qui est portée par le Mali, et à côté, vous avez la dynamique France-africaine. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous, en tant que panafricanistes, le problème de l'Afrique, c'est la France-Afrique. En tout cas, dans ce qui concerne l'espace francophone. Oui. C'est le problème de l'Afrique, c'est la France-Afrique. Et il faut justement tuer cet empire, il faut le déstabiliser. Il faut couper la tête de cette titre-là, dès qu'on coupe, ça pousse de l'autre côté. Donc il faut déstabiliser justement, couper la tête de cette titre géante. Voilà donc à quoi nous sommes confrontés. C'est à quoi nous sommes confrontés du côté du Sahel. Donc pour vous, Damiba ne pourrait pas changer de veste? Je ne pense pas du tout. Vous constatez, comme la plupart des observateurs qui sont très attentifs, n'est-ce pas, de l'actualité au Sahel, notamment en Afrique de l'Ouest, à Bamako, autant au Bamako, au Burkina Faso, ou soit en Guinée-Conakry, que les transitions, mis à part, parce que mis à part, n'est-ce pas, Bamako, les autres transitions, ça va à volo. Oui. Pourquoi? Parce que ces transitions n'entrent pas dans la dynamique de la vision et des besoins, des opinions populaires. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les autorités maliennes sont fortes? En dépit, n'est-ce pas, de la base, n'est-ce pas, des sanctions, de l'aigreur, n'est-ce pas, de l'impérialisme ou bien de leurs supplétifs locaux. C'est parce que le peuple malien est derrière cette transition. Ce n'est pas la même chose du côté du Burkina Faso. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout de ce côté-là. Parce que vous avez au pouvoir n'est-ce pas, des responsables entre eux qui sont, de mon point de vue, surentraînés à la bonne école des armes. Mais il est quand même paradoxal que les gens qui devraient trouver une solution, des alternatives, justement au terrorisme, subissent plutôt des défaites sur le terrain. Ils n'arrivent pas à moderniser leur armée, oui, qui souffre toujours des problèmes de formation, des problèmes de logistique, de matériel militaire. Et ça pose un problème. Donc, je pense que dans la dynamique, même dans la continuité, n'est-ce pas, du retour, du processus de retour à l'ordre constitutionnel, tant voulu par les autres, ces responsables militaires devraient, de notre point de vue, travailler à ce que l'armée burkinabé soit au même niveau opérationnel que l'armée malienne. Aujourd'hui, les FAMAS, ces forces armées maliennes, vont de victoire en victoire. Elles sont montées en puissance, non seulement du point de vue opérationnel, logistique, mais également au niveau des équipements et de la formation. Ce n'est pas la même chose du côté du Burkina Faso, où vous avez une armée qui est affamée, qui utilise les armes qui datent
la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas bien formé, qui n'a pas un effectif conséquent, parce que c'est aussi le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir une armée puissante, il faut un effectif conséquent. Parce que si vous avez en phase, si vous avez le ratio, n'est-ce pas, un soldat contre 100 terroristes, vous voyez que le rapport de force est déséquilibré. Donc il faut donc du côté du Burkina Faso, qu'on lance des campagnes d'enrôlement, n'est-ce pas, pour avoir une armée digne. Sinon, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous inscrire, n'est-ce pas, dans une dynamique d'émergence, de sécurité sans l'armée qui est le dernier rempart. Donc aujourd'hui, du côté de Burkina Faso, nous avons un personnage qui est appelé M. Damiba, oui, qui est le lieutenant Damiba, qui est quelqu'un qui a été formé à la Légion étrangère, c'est-à-dire à Saint-Cyr, je veux dire un soldat de Saint-Cyr à Paris, mais qui n'arrive pas à vous apporter des résultats, ni sur le plan sécuritaire, ni du point de vue politique, encore du point de vue socio-économique. Vous avez les mêmes problèmes qui ont contribué à la chute de Rochemar Kaboré et les autres demeurent, il n'y a pas eu de changement en tout temps. Pendant ce temps, hier soir, nous avons eu des informations, Albert Anatola, ici, concernant justement le Burkina Faso, qui nous a fait savoir qu'il y a un détachement de forces spéciales Barkhane au Burkina Faso, à quelques kilomètres de Ouagadougou, dans le village de Kaboïnse. Le nombre varie entre 250 et 350 soldats. Le détachement existe d'ailleurs depuis l'arrivée de Barkhane au Mali. Au début d'ailleurs de ce détachement, il était destiné à pouvoir venir en renfort à l'opération Barkhane sur le sol malien lorsque Ouagadougou a subi sa première déflagration des terroristes le 15 janvier 2016. Le détachement a commencé à intervenir sur le sol burkinabé sur demande des autorités burkinabées. Est-ce cela qui vous fait dire jusqu'à aujourd'hui que Sandaogo Damiba n'est pas du tout encore du côté des panafricanistes ou alors des nationalistes? Pourtant, bon nombre aujourd'hui pensent qu'il est en train de retourner sa veste. Il faut déjà dire que, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent trop, oui, il existe une opération française, presque clandestine du côté du Burkina Faso, qui s'appelle l'opération Sabre. Donc, cette opération-là a un contingent assez conséquent, puisqu'elle est constituée, ce contingent est constitué de forces spéciales françaises. Oui. Mais quel est leur rôle? Leur rôle n'est pas là pour lutter contre le terrorisme, contrairement à ce qu'on pense. Le rôle de l'opération Sabre du côté du Burkina Faso, c'est de protéger les ressortissants français, de protéger les oligarques qui sont de ce côté-là, oui, c'est de protéger le business des multinationales françaises qui sont de ce côté-là. Éventuellement, s'il y a une menace asymétrique ou symétrique contre les intérêts, soit des amis de Paris ou des Français qui sont de ce côté-là, c'est à ce moment-là que peut se déployer cette opération, les éléments de cette opération dit Sabre. Donc, c'est important. Alors, c'est une opération qui n'est pas très connue, qui n'est pas très relevée. Maintenant, il faut donc qu'on sache que les Africains, les panafricanistes sachent qu'il y a une opération de ce côté-là. On a parlé beaucoup plus, n'est-ce pas, de Barkhane à côté, de l'autre côté de la frontière. On a parlé justement du côté du Sahel, on n'a pas de Takuba consort, mais il existe un contingent presque clandestin. Dans Barkhane, c'est en langue, dans une langue du côté du Mali, ça signifie sabre en français. Du sabre, oui, mais vous savez toujours des noms de code de leurs opérations, qui sont des opérations criminelles. Quand ce ne sont pas n'est-ce pas, comment je peux appeler cela? Quand il ne s'agit pas des croisades qui visent justement à s'engager dans un processus de recolonisation de nos territoires. C'est ça qu'il est question, contrairement à ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à vouloir dire. D'ailleurs, Jupiter l'a redit lors de la fameuse conférence des ambassadeurs et des ambassadeurs français du côté de l'Hexagone. Il a dit que non, ils ne sont pas dans une dynamique de recolonisation ou de néocolonisation de l'Afrique, mais c'est une réalité. Lorsque vous avez une armée étrangère, les éléments d'une armée étrangère qui contrôle dans les checkpoints en territoire étranger, comment vous appelez ça? Je ne parle pas de l'armée étrangère, je parle des militaires français qui contrôlent les checkpoints du côté de la Côte d'Ivoire et même au Burkina Faso voisin. Donc, comment vous appelez cette armée-là? C'est une armée d'occupation. Donc, pour revenir à votre question, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire comprendre que nous n'avons pas encore cerné le personnage qui s'appelle Damiba. Et nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce coup d'État contre Rochemar Kaboré. J'ai le sentiment que c'est Paris qui a organisé un coup d'État
pour changer justement, pour donner l'impression que ce sont les Burkinabés qui ont dégagé Roch-Marc Christian Kaboré, non. Ça a été quand même trop facile, n'est-ce pas, qu'on débarque Roch-Marc Christian Kaboré, qui a une lettre d'excuse qui a été écrite, qui a été écrite de sa main. Non, une lettre de démission qui a été écrite de sa main. C'était quand même très gros. Quelqu'un qui organise, qui parle à son peuple aux heures de Nicodème, il faut quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé du côté de Paris. Puis c'est Paris, comme du côté du Niger, qui gère les affaires de ce côté-là. Donc, Damiba, il y a une certaine opinion, il y a certains observateurs qui lui attribuent des très bons points. Moi, je reste circonspect par rapport vis-à-vis de ce personnage, que il faut le dire, je n'arrive pas à cerner ni l'engagement patriotique, parce qu'un soldat, à défaut d'être nationaliste, c'est-à-dire formé idéologiquement, il devrait au moins être patriotique parce qu'il est formé pour défendre la patrie. Ce n'est pas encore le cas, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, chaque semaine pratiquement, vous avez des centaines ou des milliers de Burkinabés qui sont tués, soit du fait des actions des armées d'occupation qui sont là-bas, soit du fait des terroristes, si ça existe de ce côté-là, soit également quelquefois des groupes armés. Donc, la première mission d'un dirigeant est celle de protéger, d'assurer la protection de ses compatriotes et de son territoire. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de ce côté-là. Pendant ce temps, toujours selon les informations que nous avons reçues hier soir, avant la chute de Roch-Marc Christian Kaboré, il avait refusé d'ailleurs de se rendre à Paris pour le renouvellement de l'accord militaire entre la France et le Burkina Faso, ainsi que l'ambassadeur de France au Burkina Faso avait été désigné pour revoir un certain nombre de points qui limitaient la liberté de mouvement des soldats français sur le sol burkinabé, mais aussi leur nombre à la chute de Roch-Marc Christian Kaboré. Une semaine après, eh bien, le président Damiba va rétablir l'accord dans sa version précédente. Est-ce ça justement aujourd'hui qui prouve que Damiba est du côté de la France? Vous me suggérez quelque chose qui a failli sauter de mon esprit. Oui. Souvenez-vous que le coup de force du côté de Burkina Faso intervient quelques jours après la visite de qui vous savez, oui, du côté de Burkina Faso. Je parle de Nicolas Sarkozy. Justement parce que, avec la pression de la rue, Roch-Marc Christian Kaboré était engagé à revoir certains accords signés avec la France, notamment en ce qui concerne les accords de coopération militaire, en ce qui concerne les accords diplomatiques. Il avait refusé justement de les signer, de les reconduire. En ce qui concerne, c'est un contrat attribué aux multinationales françaises. Donc c'est dans ce contexte-là que, après le départ du criminel Sarkozy, qui est devenu désormais agent d'affaires, il y a donc un coup d'État contre Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, M. Damiba a reconduit texto les mêmes accords qui avaient été dénoncés en son temps, même de manière officieuse, par Roch-Marc Christian Kaboré. Ça veut dire que ce monsieur ne travaille pas pour le Burkina Faso, pour le Burkinabé, il ne travaille pas pour le Burkina Faso, il travaille pour la Légion étrangère, il travaille pour Paris. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer la politique de deux poids deux mesures entre Bamako et Burkina Faso, entre Bamako et Ouagadougou? Pourtant, ils sont venus aux affaires pratiquement de la même façon. C'est-à-dire, ce sont les hommes entrés, ils ont fait un coup d'État. Mais pourquoi est-ce qu'à l'un, on est très dur, on est même très teignant, le même, je parle d'Assimi Goïta, mais du côté n'est-ce pas, du Burkina Faso, non, non, on arrondit les angles, on est très diplomate, il y a un langage très politiquement correct, et il n'y a rien du tout. Donc je pense que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans l'entourloupe habituelle, dans l'imposture habituelle, nous sommes dans la manipulation habituelle. Il est établi, à partir de ces éléments factuels et historiques, il est établi que celui qui est au Burkina Faso travaille contre le Burkina Faso et les Burkinabés. 2021 nous aura montré pas mal de belles choses et surtout des surprises également. Je commence déjà par le Tchad. Là-bas, il y a eu justement un coup de force, mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas de pression. C'est toujours, on le dire comme ça, un général aux affaires, Mahamat Idriss Déby. Jusqu'à preuve de contraire, on n'en parle pas beaucoup dans les médias français. Je prends du cas de la Guinée-Conakry avec Mamadou Doumbouya. Là encore, on n'a aucun problème. Et pendant ce temps, du côté de Burkina Faso, vous parliez tout à l'heure encore de Damiba. Et bien sûr au Mali avec le colonel Assimi Goïta. Est-ce pour dire que les trois autres, jusqu'à preuve de contraire, sont protégés, financés, entretenus par la France? Et pendant ce temps, Assimi Goïta, vous savez que... seul contre tous?
Non, il n'est pas cette contre tous. Parce que sa vision, il n'a pas engagé le Mali et les Maliens dans la dynamique des révolutions par rapport à ses voisins. Oui. Il a organisé cette révolution par rapport à l'avenir de son pays, parce que c'est un Malien, c'est un fils du pays, oui, qui connaît les problèmes de son pays, qui connaît les problèmes de ses compatriotes. Mais sauf que le dénominateur commun qu'ils n'ont pas, c'est que Assimi Goïta est de l'école russe, les trois autres sont de l'école française, de la Saint-Cyr. Mohamed Dibi est Saint-Syrien. Damiba, Saint-Syrien. Doumbouya, Saint-Syrien. Bon, vous voyez donc la différence. De la Légion. Vous voyez la différence. Oui. Maintenant, vous avez une base française au Tchad. Vous en avez pratiquement au Burkina Faso. Vous en avez presque autant du côté, pas très loin, de la Guinée-Conakry. Et puis, il est même polygame, de deux femmes, de deux blanches, parmi lesquelles, je crois, une française. Donc, vous ne pouvez pas croire que nous avons affaire à des compatriotes. La seule chose que je salue, n'est-ce pas, en ce qui concerne Damiba et Doumbouya, c'est que dans le contexte des sanctions contre, n'est-ce pas, le Mali, avec fermeture de frontières terrestres, oui, ces deux lieutenants-colonels ont ouvert les frontières de leur pays au Mali. Ça, nous avons tous salué cela. Mais par contre, du côté du Tchad, c'est établi que M. Jupiter est venu adouber une dynastie familiale en violation, une fois de plus, de la constitution du Tchad, qui a été violée une fois en 2006. Je pense que Idriss Mahamat Déby nous l'a dit. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas se représenter en 2006. Paris a envoyé des constitutionnalistes, comme s'il n'y en avait pas au Tchad, pour lui rappeler qu'on pouvait tripatouiller la constitution pour qu'ils reviennent aux affaires. Voilà donc les gens qui nous donnent les leçons de démocratie, qui font la morale à nos dirigeants, qui justement prennent sur eux de revoir, de réviser la constitution. Les voilà qui sont allés au Tchad, justement, violer, porter atteinte contre la loi fondamentale. Jupiter est donc venu à Doubé, n'est-ce pas, Idriss Déby, nos fils, pour assurer la dynastie familiale, en violation de la constitution, de la loi fondamentale, qui disposait que le président de l'Assemblée nationale devait assurer l'intérim et organiser justement les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est pas ça, on n'en fait pas. Non. Là-bas, ce n'était pas un coup d'État. Et puis, écoutez, vous savez, la mort d'Idriss Déby n'a pas encore levé tous ses secrets. Mais nous savons également que les services secrets français ont œuvré pour l'assassinat de ce monsieur qui était, de ce patriote finalement, qui était de retourner la veste. J'ai dit, mais attendez, mais pour qui est-ce qu'ils me prennent? Je ne suis pas immortel finalement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme j'en ai l'habitude, ils l'ont assassiné. Vous avez donc, on ne peut donc pas mettre dans le même panier Assimi Goïta, qui est lui le panafricaniste, nationaliste, patriote engagé, avec les autres, qui eux, ils ne sont pas des patriotes. Mohamed Déby, il n'est pas patriote. Doumbouya n'est pas patriote. Monsieur Damiba n'est pas patriote. Ils ne sont pas des patriotes, ce sont des citoyens entrés qui travaillent parce qu'ils travaillent pour ce que nous savons. Actuellement, quelle est la situation sociopolitique du côté de Conakry? Elle est crispée. Quelle est la situation sociopolitique du côté du Tchad? C'est crispé. Pareil du côté du Burkina Faso, où vous avez justement des contradicteurs qui sont jetés en prison. Mais là, Paris ne voit rien. Paris ne dit rien. C'est normal. Ils sont pourtant des défenseurs, des gros défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme et tout conti. Bon, je pense que quand vous avez donc en face de vous ce genre de contradictions flagrantes, vous voyez aussi tous les imposteurs. Et on voit également la diplomatie de la trahison. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.